Les Chinois disent toujours que la Chine est une grande famille. Et c'est dehors en plein air que les membres de cette grande famille vivent ensemble. Avec le climat continental, les Pékinois sont dans les parcs et dans les rues 9 mois sur 12. Le mode de vie moderne n'a pas changé cette coutume. Car dans la culture chinoise, la nature et l'homme ne font qu'un. Et vivre dehors est plus qu'une habitude, c'est une philosophie de vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de passer la journée au grand air afin de retrouver ce lien sacré pour les Chinois entre l'homme et la nature. Et le lieu où ce lien est le plus fort, c'est bien sûr à la Grande Muraille. En route donc pour une randonnée qui relève du pèlerinage initiatique, avec une ascension qui, elle, relève de l'exploit physique. Les Chinois adorent manger dehors, nous découvrirons les très populaires restaurants de rue en compagnie de Alon. Il va m'enseigner les chants des marchands ambulants. Le cerf-volant, c'est un des jeux de plein air préférés des Chinois. Avec Monsieur Li, un passionné, je vais réaliser un rêve d'enfance dans le ciel de Pékin. L'envol du dragon géant. Mais pour commencer ma journée au grand air, je vais à la rencontre de la Chine qui se lève tôt, au lac du Dragon, dans l'est de Pékin. Comme dans des dizaines d'autres parcs de la ville, des milliers de Pékinois y font leurs exercices matinaux sous des formes plus ou moins étonnantes. Comment tu t'appelles ? Emma, c'est ça ton prénom ? Alors écris-le. Écris Emma, ok ? Suis-moi s'il te plaît. 1, 2, 3. Les Chinois adorent les exercices matinaux. Et pourquoi ? Parce que les hommes doivent être en harmonie avec le ciel et la terre. Il faut donc respecter le rythme de la nature. Au lever du jour, on est joyeux et on part au travail. Chaque jour, on fait des exercices comme la pratique de la calligraphie. C'est très bon pour la santé et pour le moral. De plus, on récite de nombreux poèmes chinois. Par exemple, « Le clair de lune, devant mon lit, ressemble à la gelée blanche sur terre. Tête levée, je contemple la lune, tête baissée, je pense à mon pays natal. » Ce type de calligraphie au sol nous permet d'exprimer notre bonne humeur au travers des vers. C'est-à-dire que la personne est de si bonne humeur que son corps en ressent les bienfaits. C'est comme le tai chi. La calligraphie au sol permet de réguler son corps et son esprit. C'est pareil ? Montre-moi. Oui, c'est comme le tai chi. On fait des exercices. C'est bien. Génial. 1, 2. D'où vient la tradition d'écrire en calligraphie avec de l'eau par terre en Chine ? L'histoire de la calligraphie chinoise au sol remonte à 1 millier d'années. 1000 ans. Avant d'utiliser l'eau, on écrivait avec du sable blanc. Par la suite, il y a 5 à 600 ans, on a commencé à écrire avec de l'eau. On se servait d'un tissu mouillé, puis progressivement, on s'est servi de l'éponge. Tout d'abord, on trempe l'éponge dans de l'eau, puis on écrit par terre. Et c'est écologique et sans pollution. Ça sèche vite. Et puis, on peut écrire les caractères à l'endroit et à l'envers, en miroir. Vous allez le faire avec les deux mains, c'est ça ? Un à l'endroit et l'autre à l'envers. Un à gauche et un à droite. Oh là là. 4. 1, Eh oui. 2, Incroyable. 3, 4, 5, 6. 1, 2. La main droite écrit dans le sens habituel et la gauche en miroir. Là, j'ai écrit « De tout temps, les héros nous proviennent de la jeunesse ».
vous faites? Parce que les deux mains ne partent pas dans la même direction. Oui, on écrit les caractères symétriquement. La main droite écrit normalement et la main gauche les écrit en miroir. Les deux hémisphères du cerveau sont actifs pour guider les deux mains. Je vais essayer un truc là, parce que- Alors, 1. Oh, magnifique. Très bien. 2. Ok, continue. Ok, formidable. Excellent. Magnifique, magnifique. En Chine, il existe de nombreux types d'exercices matinaux. Que ce soit les personnes âgées, les enfants, les hommes ou les femmes, tout le monde trouve un exercice qui lui convient. Bonjour. ni hao. Bonjour. Ok, ni hao. Bonjour. Bien. Super. Ce volant est fait avec des plumes de coq. Ces plumes, plus dures, proviennent de sa queue. Celles-là sont plus douces. Il y en a de plusieurs sortes. Et ça? La tête du volant est en caoutchouc. Elle est élastique et un peu lourde. Et comme ça, quand on la frappe du pied, le volant rebondit mieux. Ces drôles d'appareils de musculation qu'on voit un peu partout dans les rues de la ville ont la faveur des Pékinois. Voici pour les débutants. Ça marche comment? Essaye, essaye. Et voici pour les plus aguerris. Oh non! Là j'ai compris, c'est pour les vrais champions. Plutôt que de s'entraîner dans une salle de gym, les Pékinois préfèrent les exercices en plein air. Ils n'ont aucun scrupule à montrer en public leur force ou leur faiblesse. Ah, voici le fameux cri du lion. Attiré par une petite musique au lointain, je vais tomber sur un bal qui n'en est pas un. En fait, ici, la danse de salon, transposée en plein air, est aussi un exercice matinal. Les lunettes de soleil remplacent les tenues de soirée et les baskets, les talons aiguilles. Ah, voilà le John Travolta du lac du Dragon qui m'invite sur la piste. Comment lui refuser une petite valse? Après ce petit échauffement matinal, je vais m'attaquer à une excursion sur l'emblématique Grande Muraille de Chine. Et ce sera en compagnie de Monsieur Chu. C'est un ancien militaire grand amoureux de la muraille. On se rend à Mutianyu. C'est à quelques dizaines de kilomètres au nord de Pékin. La Grande Muraille se situe sur ces montagnes qui séparent la plaine des steppes mongoles. Viens Emma, Merci. par ici. On suit ce sentier jusqu'en haut. Allez, on y va. Monsieur Chu ne prend jamais de sentier battu. Il me propose ce matin un accès à la Grande Muraille très peu connu. Emma, là, c'est le village d'où l'on vient. On est monté par là. Après une heure de marche intense, j'aperçois enfin le monument tant attendu, l'une des 7 merveilles du monde. Et là, je comprends mieux le dicton chinois. Celui qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravoure. Là-bas, c'est la plaine. Pékin de ce côté, ici ce sont les terres agricoles.
Plus loin là-bas, ce sont des montagnes. Et au-delà des montagnes, c'est la steppe, les plateaux mongols, à environ 1000 mètres d'altitude. C'est le territoire des tribus nomades. Ce tronçon est authentique. Le mortier est composé d'un mélange de chaux et de bouillie de riz gluant. On déposait un rang de briques, puis on appliquait une couche de mortier. C'est très très solide. Touche, tu verras. Combien de kilomètres de long elle fait déjà, la Grande Muraille? La Grande Muraille mesure près de 5000 km. 5000. De la montagne du Tigre à l'est jusqu'au fort de Jayou à l'ouest, elle s'étend au total sur plus de 5000 km de long. Elle a été construite le long des sommets des montagnes. Ouais. Et il y a combien de tours de guet, tu sais? Chaque sommet de montagne a une tour de guet. Yeah, sur chaque pic. Regarde, c'en est une, sur le pic. Tu te souviens de la première fois que tu as exploré la Grande Muraille? Oui, j'ai exploré beaucoup de tronçons. En parcourant la Grande Muraille, j'ai compris la quantité de travail qu'elle représentait. Surtout à Smatai, où la montagne est très escarpée, comme ça. Je me suis rendu compte de l'effort colossal que les Chinois de l'Antiquité avaient fourni pour construire cette grande muraille. T'as vu la tour là-bas? Elle est très haute, non? Les soldats surveillaient d'ici. Regarde, là c'est aussi une tour. S'ils voyaient des ennemis au loin, ils allumaient un feu de signal. Dès que les soldats des autres tours le constataient, ils allumaient un feu aussi. Alors aujourd'hui, la Grande Muraille, elle est très fréquentée par les touristes et puis aussi les promeneurs qui viennent de Pékin. À l'époque, qui marchait sur cette Grande Muraille? La Grande Muraille était réservée aux militaires. Seulement l'armée avait le droit d'y passer. Les civils la traversaient par les portes d'en bas. Toutes les pierres de la Grande Muraille, elles proviennent des montagnes alentours? La terre locale n'est pas de très bonne qualité. Les briques venaient de loin, des provinces plus au sud. Dans les montagnes, le transport était difficile. Et on se servait des animaux, et à l'époque des chèvres, comme porteurs. Une chèvre portait 2 sacs de briques, un sur chaque flanc. Arrivé à destination, on déchargeait les briques et on abattait les chèvres pour nourrir les ouvriers. Il fallait que les ouvriers mangent bien pour avoir de la force à l'ouvrage. Et qui est le dernier qui a décidé d'arrêter la construction? On a cessé de restaurer la Grande Muraille depuis l'empereur mandchou Kangxi de la dynastie des Qin. Première raison, le pays n'avait pas assez d'argent et la dynastie Qin venait d'être instaurée. L'État était encore assez faible. La deuxième raison, c'est que l'empereur mandchou a dit « La Grande Muraille ne nous a pas empêchés de conquérir la Chine. Au lieu de la restaurer, nous devrions plutôt la garder dans nos esprits et dans nos cœurs. Que notre volonté à tous forme une muraille. » Qu'est-ce qui te touche le plus, toi, personnellement, quand tu es ici? Moi, je suis très impressionné par les tours. Elles sont fidèles à leur poste. Elles sont comme des soldats gardiens de la paix et de l'équilibre, en contrebas depuis des siècles. La Grande Muraille est longue, comme le dragon dans la mythologie chinoise, qui représente la protection et la puissance. La légende dit « Le dragon se couche ici et assure la sécurité de notre peuple. » Ok. Après un saut dans le temps de quelques centaines d'années, me voici de retour en ville, sur ces immenses autoroutes urbaines qui me mènent au centre de Pékin. L'escalade de la muraille m'a donné faim. Il est temps de trouver un lieu pour se restaurer. Ce n'est pas trop difficile, car à Pékin, on peut manger partout. Je vais me rendre dans un quartier célèbre pour ses stands de cuisine de rue.
On dit que la cuisine chinoise est savoureuse et variée. Elle est encore meilleure quand on la déguste au grand air. Les Pékinois mangent en tout lieu, à toute heure, toutes sortes de choses. Des étoiles de mer confites, des scorpions et autres insectes grillés, des brioches à la vapeur. Tous ces petits encas sont à consommer sans modération. La restauration en extérieur est tellement populaire que les autorités ont décidé de bâtir un temple à la gloire de cette spécialité très pékinoise. Du coup, c'est dedans que je vais m'initier à la cuisine du dehors. Voici Alon, c'est un Pékinois pur souche, passionné des coutumes de sa ville. Il sera mon guide pour une découverte des merveilles culinaires des rues de Pékin. Ah, c'est quoi cet endroit ? Ici, c'est une cité de street food, la plus grande du monde. Sa superficie est de 16 000 m². Une centaine de boutiques traditionnelles vous proposent plus de 3000 sortes de street food. Il y a plein de gourmandises là. Allons à l'intérieur. Dégustation à volonté. Ce sont des street food traditionnels chinois. Auparavant, c'étaient des marchands ambulants qui les vendaient dans les rues de la capitale. Ils portaient une palanche ou poussaient un chariot. Ils marchaient en chantant pour la promotion de leurs produits. Ah ! Merci. C'est comme ça que font les vendeurs ambulants, c'est ça ? Je comprends. Il y a beaucoup de bonnes choses à chaque comptoir ici. Regarde, là, le roi de l'Ouest. Cette boutique fait des spécialités de l'Ouest, comme le mouton, les samosas et les brioches rôties. Leurs recettes sont authentiques, traditionnelles et délicieuses. Tiens, goûte ces frites. Qu'est-ce que c'est ? Prends-en une. Ouh là là ! Essaye. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est ça ? Merci. Des patates douces frites. Et ça, c'est typique des marchands ambulants. Oui, auparavant, chaque recette avait sa ritournelle. Pour celle-là, les marchands en hiver criaient dans les rues. Voilà, c'était comme ça. Ici, c'est Chatangli, une vieille boutique de Pékin. Avant, ces plats étaient réservés aux nobles. Mais cette enseigne avait une particularité. En fait, la recette était transmise uniquement aux fils de la famille et pas aux filles. Une fois marié, le fils apprenait la recette à son épouse, puisque c'était les femmes qui cuisinaient à l'époque. Ça restait donc une affaire de famille. Et ainsi, les recettes pour réaliser ces délices se transmettaient de génération en génération. Et aujourd'hui, est-ce que ce sont les femmes qui cuisinent à Pékin ? Elles travaillent ? Maintenant, pas mal d'hommes s'occupent du foyer, tandis que les femmes travaillent dehors. Viens, je voulais te faire goûter ça. Moi encore ? Voilà la soupe aux haricots. C'est fait à base de haricots mungo. Goûte. Vraiment ? Oui, vas-y. Allez, ça sent très fort, hein ? Un petit peu. C'est pas possible. Ah ! Des clients ! Des clients ! Si, au quoi ? Au quoi ? Au quoi ? Quoi ? Quoi ? Voilà. Allez, dis merci à la dame. Hop là. Quelle équipe ?
Ce chant des marchands des rues ambulants retentit encore dans ma tête alors que je pars dans le quartier sud de Pékin. Je me rends dans un marché où l'on trouve tout pour satisfaire la soif de vivre au grand air des Pékinois, de la canne à pêche au cerf-volant. Et j'ai précisément rendez-vous avec Li Xiaojun, l'un des artisans les plus réputés dans la fabrication de cet objet mythique pour les Chinois. Tu es dans la meilleure boutique de cerf-volant à Pékin. Voici son propriétaire, Li Xiaojun. Je suis sûre que tous les deux, vous jouez au cerf-volant depuis que vous êtes tout petit, non? Oui, c'est ça. On y jouait ensemble tout petit. Quand nous étions petits, nous jouions au cerf-volant. En mandarin, on les appelle pilians. Ils sont de forme carrée, avec 3 rubans en papier. On s'amusait avec. Par la suite, on s'est peu à peu intéressé à leur histoire. Nous en sommes tombés amoureux. Ces cerfs-volants, ce sont les plus connus de Pékin. Ils sont constitués d'une tête, d'un corps, de bras et de jambes. Alors ça, dis-moi, ça, c'est une chauve-souris. Qu'est-ce que ça symbolise? Les chauves-souris, en mandarin fou, se prononcent comme le mot bonheur. Au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc beaucoup de bonheur. Est-ce que tu connais l'histoire du cerf-volant en Chine? L'histoire des cerfs-volants en Chine est très ancienne. Elle remonte à l'époque des printemps et automnes et à celle des royaumes combattants, il y a près de 3000 ans. Autrefois, on les appelait aigles en bois. À quoi servait-il? Ce n'était pas un usage pour le loisir, mais pour un usage militaire. Des cerfs-volants géants embarquaient des soldats pour observer l'ennemi. À l'époque des dynasties Ming et Qing, les cerfs-volants ont continué à se développer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous jouez au cerf-volant? À quoi vous pensez? Pourquoi vous aimez tellement ça? J'aimerais planer dans les airs comme un cerf-volant. Ah, c'est ça. Tu voles en même temps que ton cerf-volant. C'est une façon de s'évader. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est ça. Regarde comme il plane. Il nous donne l'impression de flotter. Oui. Parfois, quand on lâche un cerf-volant en forme d'aigle dans les airs, on attire de vrais aigles qui se battent avec celui-ci. Oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai attiré jusqu'à 8 faucons avec un simple cerf-volant. Les aigles ont pour habitude d'avoir leur espace aérien. Plusieurs kilomètres carrés pour un seul aigle. Donc lorsqu'un aigle aperçoit un intrus dans son territoire, il n'est pas content. Résultat, ils se battent. Monsieur Li et ses amis vont m'offrir un cadeau exceptionnel. L'envol du dragon. Le déploiement d'un cerf-volant composé d'un nombre impressionnant de disques montés à la queue leu-leu sur 30 mètres de long. L'opération est délicate. L'inclinaison de chaque disque, la coordination de l'équipe, tout doit être parfaitement réglé, avec en plus une contrainte de taille, un bon vent, ni trop fort, ni trop faible. Même quand le soir est tombé, les Pékinois continuent de vivre au grand air. Voici sur l'une des places du centre-ville les amateurs de danse qui évoluent, aux lueurs des néons, jusqu'au bout de la nuit.
Ces Pékinois sont infatigables. Moi, je vais me coucher, car une autre journée de découverte m'attend demain. J'irai à la rencontre de tous ces étrangers qui ont choisi Pékin. Une équipe de football pékinoise composée d'étudiants africains. Un célèbre commissaire d'expo français qui me fera visiter un nouveau quartier d'artistes. La québécoise Marie-Claude me parlera du secret de sa réussite à Pékin. Julien est français, il est devenu star de la télé en Chine. Il me montrera son Pékin à lui.